Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui, les commentaires, les partages, toutes ces belles choses-là. On l'apprécie énormément. Salim, comment tu vas? Écoute, ça va bien, surtout que là, on a déménagé la tour de la bourse. Regardez nos bureaux, regardez... Mais non, en fait. Non. George a fait de la belle job avec son frère. Ouais, c'est mon frère, principalement mon frère. Il est venu, il nous a donné un coup de main. On a une belle mise à jour dans nos studios. C'est un nouveau début, tu sais, une nouvelle. On fonctionne pas avec des saisons, mais c'est comme une saison. Puis de toute façon, je pense qu'on aurait déménagé pour rien au monde, n'est-ce pas, George? On reste à Brossard. on reste à Brossard et pour l'occasion, on a l'invité approprié. Écoute, on a la personne de Brossard avec nous aujourd'hui. C'est la mairesse de Brossane, Doreen Assad. Bonjour. Allô! Tellement heureuse d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est notre mairesse, évidemment. C'est drôle, avant de rentrer au studio, puis c'est le problème qu'on a toujours. Hein. Les invités rentrent, on commence à parler, puis tout le contenu se passe dans ma cuisine, malheureusement. Puis je lui racontais justement l'histoire. Nous, quand on a déménagé ici en 2014, notre grande maintenant, mais à l'époque, elle avait 1 mois. OK? Puis on déménage, c'était décembre 2014, on connaissait personne, on était comme les tout nouveaux à Brossard. Puis là, 2017, élection municipale, c'est la première année qu'on a mis notre fille à la petite école à Brossard. La porte sonne, j'ouvre, c'est une éducatrice de la petite école. Elle me dit « Hey, Tina, comment ça va? Ça va bien? » Elle dit « Hey, je veux vous introduire. C'est mon amie Doreen. Elle se présente comme mairesse. Elle est super bonne, souriante, whatever. » Elle me dit « OK, parfait, il n'y a pas de problème. Vous avez mon appui. » Puis là, en 2021, ben là, elle a réussi à recruter aussi Tina. Donc c'est juste une histoire. Je me rappelle toujours de ça. La première fois que j'ai rencontré Doreen Assad devant chez nous. Tina Delvecchio aussi. Exact, c'est ça. OK, exactement. Je pense qu'elle connaît autant de citoyens de Brossard que moi. C'est ça, j'imagine. Mais ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as une bonne équipe. Alors, oui, on peut se tutoyer? Ben oui, avec plaisir. Bon, alors, écoute, Doreen, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui, bien sûr parce que tu es la mairesse de Brossard, mais aussi parce que, quand même, on va se le dire, c'est, j'allais dire, une année électorale. En fait, c'est plus une année, là. On est dedans. On est quasiment rendu, là. C'est déjà une période un peu préélectorale. L'idée ici, c'est pas nécessairement de faire campagne ou parler de campagne. Nous, on veut parler de municipal. On veut parler de Brossard aussi parce que, nous, on connaît très bien, quand même. Et je pense que les gens commencent à connaître... Ils ont commencé il y a déjà plusieurs années, mais je veux dire, ça devient quasiment une habitude. Oui. Brossard, c'est plus c'est de l'autre côté du pont pour un Montréalais. On a moins besoin d'expliquer aux gens où on se trouve. Exactement, tout à fait. Puis pour situer, évidemment, il y a beaucoup de gens qui savent où est-ce que se trouve Brossard, mais il y a des gens aussi qui nous écoutent d'un peu partout dans la province. Brossard, c'est vraiment, quand on parle de Rive-Sud de Montréal, tu peux pas être plus Rive-Sud. Là, t'es de l'autre côté du pont. Et quand je dis de l'autre côté du pont, Samuel de Champlain, l'autre côté, c'est le centre-ville de Montréal. Exact. Donc, vraiment, tu fais face au centre-ville de Montréal. Tellement, Céline. Tu sais, des fois, les gens, ils me disent « Ah non, vous êtes de l'autre côté du fleuve. » Et je leur dis « Vous êtes pris dans la congestion continuellement. Nous, on est 5 minutes au centre-ville. C'est ça. On embarque, on est rendu. Et maintenant, avec le REM, d'ailleurs, encore plus vite. Fait que je leur dis, écoutez, là, pour moi, Brossard, c'est la meilleure ville au monde, 100%. Et en plus de ça, on regarde, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui passe par Brossard et qui ne voit pas tout le développement qui s'est fait. D'ailleurs, on veut parler un peu de ça, de développement à Brossard. Comment ça se fait, les défis un peu qu'on peut rencontrer quand on a envie de faire grandir la ville. Et puis comment... quand même, parce que Brossard, par rapport à Montréal, ça reste petit, bien sûr, mais comment on fait pour grandir à côté de l'ogre de métropole qui est à côté?
Absolument. Les gens sont surpris quand je leur dis qu'en réalité, on est moins que 60 km² de superficie. C'est pas très grand, la ville de Brossard. Puis on est quand même jeune comme municipalité aussi, mais une ville, en raison de sa localisation géographique, en raison de plein de facteurs, fait en sorte que les gens ont un engouement pour venir s'installer chez nous. L'arrivée du REM a bien sûr aidé, mais je pense que depuis les tout débuts, on voit une évolution constante dans le nombre d'unités qu'on accueille à la ville de Brossard. Puis je suis très heureuse de parler du sujet parce que des fois, les gens me disent « il y a eu une explosion de construction ». Je leur dis non. En réalité, le nombre de permis qu'on émet par année reste et demeure constant. C'est juste que la stratégie de densification a changé. Au lieu de faire l'étalement urbain, au lieu de dézoner des zones protégées pour accueillir le résidentiel, mais là, on pense plus en hauteur. Là, c'est plus des condominiums. Est-ce que ça fait la bonne heure de tous? Peut-être, peut-être pas, mais une chose est certaine, nous, on a vraiment voulu mettre en place une stratégie réfléchie au niveau de la densification. C'est pas vrai qu'on cherche à densifier juste pour densifier. Puis c'est pas vrai qu'on veut juste des unités résidentielles. Fait que ça a pris quand même un courage politique de s'asseoir avec mon équipe puis de dire, ben comment qu'on accueille ce qui s'en vient, l'engouement, le fait qu'on a 3 stations REM sur notre territoire, mais de façon à protéger le milieu bâti. Parce que ça a été ça vraiment notre objectif. Comment amener la population à embarquer dans la vision aussi. Puis on a vraiment prôné une approche de transparence, de consultation, pour que tout le monde ait un engouement pour ce qui s'en vient. Puis c'est là où j'ai fait mon annonce durant ce mandat-ci du futur centre-ville. Et je pense honnêtement que c'est sûr et certain que chaque ville veut avoir ce type de stratégie que vous avez, mais il y a plein de facteurs, je trouve, récemment, qui aident aussi les banlieues. C'est pas juste Brossard. On a eu le maire de Laval. Stéphane! On a eu Stéphane. On a eu Catherine Fournier qui est venue ici. Et je pense qu'un thème un peu central, c'est que il profite un peu de la situation, entre guillemets, à Montréal où tout commence à coûter cher. Il y a des problèmes. Et je ne veux pas dire que c'est normal, mais quand on parle d'une grande métropole, mais ça vient aussi avec ses défis. Et les gens ont de plus en plus le désir de vivre ailleurs. Et ça profite aux banlieues, en nord, au sud, et évidemment dans toute l'agglomération de Longueuil. Et c'est un peu... c'est un peu malheureux de dire ça, mais le malheur d'une ville bénéficie à une autre ville avoisinante. Puis je trouve que Brossard, c'est un peu ça aussi. Et moi, je me rappelle, je reviens à mon histoire en 2014. On cherchait une maison, puis on ne pouvait pas trouver à Montréal. C'était trop cher. Puis on s'est dit justement, on est des jeunes professionnels, du coup, où on trouve une job, ça va certainement être au centre-ville. Donc, c'est juste le pont, puis on est déjà en ville. C'est très pratique. C'est très pratique, vivre à Brossard. Ouais. Oui, puis avec... Sur la Rive-Sud en général, bien sûr, mais... les familles, hein? C'est-à-dire il y a aussi beaucoup de Montréalais qui ont quitté Montréal pour fonder leur famille finalement sur la Rive-Sud et Brossard était probablement l'une des premières destinations. Absolument. Mais tout ça pour dire, je vais t'amener dans le sujet. C'est juste c'est ça qui arrive quand c'est des gens de Brossard, ils sont tellement emballés, j'ai même pas... Non, mais on l'a coupé 2 fois, là. Moi, je veux embarquer, je veux vous raconter. Mais justement, c'est ça que je veux dire, ça vous donne un peu l'envol de créer ces beaux projets-là parce que il y a du monde maintenant qui arrive, ça devient de plus en plus commercial. Donc voilà, je vous laisse parler. Non, mais vous avez bien dit d'aborder le sujet commercial aussi parce qu'il y a 2 volets qu'on a constatés à travers les années. Un, c'est que dans ce monde post-pandémique, les gens, ça ne leur tente plus d'embarquer dans une voiture pour aller au centre-ville pour travailler. Et ce qu'on constate chez les potentiels employeurs, c'est qu'ils cherchent des sièges sociaux plus proches de la main-d'œuvre. Et donc, on a constaté dans notre stratégie industrielle, commerciale, qu'il y avait un engouement. Puis on a des compagnies de renommée là, qui se sont installées à Brossard. C'est sûr qu'en ayant une station REM, c'est aidant aussi, mais le fait qu'on n'a pas pénalisé les automobilistes non plus a fait en sorte que pour eux, c'est intéressant de s'installer ici. Fait que ça, c'est une chose qu'on a constatée. C'est moins le centre-ville qui devient l'employeur principal du métropole. Bien, ça l'est toujours, mais il y a un intérêt pour aller autour. Avec Brossard, on a pu vivre cette effervescence économique
où les employeurs se dirigent vers nous. Puis ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de bâtir une stratégie réfléchie au niveau de l'aménagement du territoire. Fait que là, les gens, moi, ma stratégie avec le conseil, c'est work, live and play. Pardonnez-moi de le dire en anglais, là. Mais on cherche à créer des milieux de vie où, à partir du moment que quelqu'un s'installe chez nous, bon, OK, il habite Brossard, super. Ah, on veut qu'il soit capable de trouver de l'emploi à l'intérieur des limites de la ville de Brossard. Ça commence à se rendre encore de plus en plus là avec les opportunités, mais on veut qu'ils se divertissent à Brossard aussi. Fait que je sais, des fois, tu sais, il y a différents commentaires que je reçois, mais tu sais, avec le théâtre, tout ce qu'on a, tous les divertissements qui existent sur le territoire, notre programmation cet été, tout le monde m'en parle jusqu'à aujourd'hui, que ça a été incroyable, les festivals puis les activités qu'on planifie gratuitement. Fait que ça devient vraiment au niveau du branding, au niveau de l'image, au niveau de l'intérêt, un place où il y a du... It's a happening. Là, ouais. Est-ce que l'OSM, excuse-moi, parce qu'on parlait de l'OSM l'été, je pense. Oui, c'est formidable. Mais c'est ça, hein, d'ailleurs, ça fait au moins 4-5 ans là, de ça. Oui. Et ça, c'est quand même une activité... Plus, mais c'est correct. Plus, excuse-moi. Non. Mais disons que c'est quand même prestigieux, parce que l'OSM qui se déplace à Brossard... gratuitement pour les familles, etc. C'est quand même... Incroyable. Puis le festin aussi. Oui, Ça a été vraiment un calibre incroyable. Puis les gens me disent, vous ne chargez pas. Pourtant, d'autres municipalités ont des festivals similaires, puis on paye pour y rentrer. Ouais. Mais si on revient à la question au niveau de l'aménagement du territoire, tu sais, je parlais du volet commercial, mais pour nous, c'est sûr qu'on veut continuer avec la densification résidentielle, mais pas trop. Il faut que ça soit intelligent, il faut que ça soit réfléchi, puis il faut que ça réponde à la plus grande démographique. Donc, pour nous, ce qu'on dit, c'est on protège le milieu bâti, puis à l'intérieur d'un rayon autour d'une station REM, c'est là où on va accueillir la plus grande densification. Et c'est ça qui va nous permettre non seulement d'attirer des services de proximité, puis là, je parle garderie, supermarché, même des affaires culturelles, mais en réalité, ça va amener plus de services pour la population existante. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que les gens en général embarquent. Est-ce que, la question que j'avais, parce que j'ai beaucoup de conversations avec des gens qui me disent justement que Brossard, c'est beau, ça se développe, mais il reste encore ce volet commercial, industriel, ou, tu sais, institutionnel, par exemple. Tu sais, les tours de bureau, et c'est normal, tu sais, on n'a pas les chiffres de Montréal, mais je suis pas mal sûr et certain que la majorité des gens qui habitent à Brossard, à tous les matins, doivent prendre leur autobus ou leur voiture et se rendre à Montréal ou ailleurs pour aller travailler. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie? Est-ce que c'est un volet où on se concentre un peu plus à attirer l'institutionnel et le commercial plus... c'est un défi, hein? C'est très pertinent comme question, George, honnêtement, parce que des fois, les gens pensent qu'on a juste à décider, on veut tel usage, c'est nous qui va aller les chercher. Ouais. En réalité, c'est les propriétaires de terrain, en fonction du zonage où on leur permet certains usages, qui vont aller attirer. C'est vraiment ça qui arrive. Fait que là, tu sais, on se met ensemble, on discute, bien là, on le veut, un hôpital. On veut plus d'écoles. Pas juste primaire, secondaire, cégep, université. On veut créer un pôle éducatif. Mais là, je pense qu'il y a déjà des classes il y a des choses qui s'en viennent, mais l'important, dans le fond, c'est pas juste une question de zonage. Là, ce qu'on constate, le défi, c'est que les gens qui veulent construire pensent, bien sûr, à leur coût, les profits qu'ils veulent faire, mais ils ne vont pas nécessairement prendre les étapes pour aller chercher ces types d'usages-là. Donc, pour nous, on a créé un genre d'incitatif où on leur dit, il y a des redevances de développement qu'on vous charge par porte, mais si vous êtes capable d'aller nous chercher des choses d'intérêt collectif qu'on souhaite avoir sur le territoire, bien là, on est prêt à vous lever ce somme d'argent-là. On essaye d'attirer... pas avec le bâton, mais la carotte, comme on dit, pour qu'on devienne plus partenaire dans la vision stratégique pour aller chercher ces choses-là. Puis c'est pas du ressort municipal en réalité. C'est pas moi qui décide qu'on va faire un hôpital là, donc ça va se faire. Mais on veut être prêt à les accueillir. Mais c'est pas juste les coûts et les promoteurs qui est le défi, c'est les terrains. Il n'y a pas assez de terrain à Brossard. Ben oui, ça, mais en même temps, voilà, la ville, elle n'est pas non plus énorme. Puis à un moment donné... c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Hein, donc, c'est pas rien. Mais là, alors,
On parle de mini-centre-ville qui est en train de se bâtir à Brossard. Puis je pense que c'est de plus en plus populaire. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens de Montréal qui se déplacent dans le mini-centre-ville de Brossard parce que parfois c'est plus facile de trouver du stationnement, parce que parfois c'est plus agréable, parce que le REM aussi, il faut le dire, quand même le REM, ça facilite les déplacements. Ah oui, absolument. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont un peu chialé sur le REM, mais honnêtement, en tout cas, de mon expérience, si je me fie juste à mon expérience, pas sur ce que j'entends, mais sur mon expérience, ça a été c'était impeccable. Bon, George, la dernière fois, il me disait « Ouais, mais Salim, c'est parce que tu n'as jamais été pogné dedans. » Non, mais ça, c'est un bon point, là. Mais en même temps, alors, non, mais je partage la frustration de ceux qui ont pu l'être. 100%. Mais, et je les comprends, parce que, tu sais, pendant des années, on leur promet le REM, puis à un moment donné, il y a les autobus qui traversent plus. Ils doivent se rendre, à leur travail le matin, être sûrs de récupérer leurs enfants à la garderie à temps. C'est pas... Je le comprends. Mais d'une manière générale, c'est-à-dire, il faut quand même encourager le REM, parce que c'est quand même un moyen de transport. Je sais pas, alors je sais pas. Mais c'est ça, c'est un bon point. Est-ce qu'on va parler du REM maintenant, c'est ça? Mais c'est ça, justement. Veux-tu nous en parler? Non, mais regarde, parce que tu vois, moi, ma perception, ce qu'elle est. Mais il y a peut-être des choses que je sais pas. Peut-être que tu veux nous partager là-dessus. Mais je sais qu'en début d'année, avec toutes les interruptions, vous avez fait une sortie publique pour dire qu'il va falloir rétablir les autobus pour servir les gens. C'est sûr que ça faisait partie de l'entente avec le REM, que les autobus allaient arrêter. Donc, on se trouve où? Parce que même, je ne sais pas si c'est rétabli maintenant. Il faisait des tests, mais... Oui, on est où, là? On est dans une période de défi au niveau du transport collectif à travers le Québec. Oui, bien ça. C'est sûr que le premier tronçon du REM a été ouvert entre Brossard et le centre-ville. Je crois que ça a été choisi comme ça en raison de l'attrait puis le fait que, dans le fond, beaucoup de gens travaillaient au centre-ville. Et je les comprends, les citoyens qui se sont dit, qu'est-ce qu'on a eu de plus avec juste ce volet-là? Il y avait des navettes d'autobus, la 45, la 90, tu sais, pour amener les gens facilement. Écoutez, l'autobus venait devant chez eux quasiment les chercher, pour les amener à une fréquence quand même stable au centre-ville, puis à un coût d'une passe locale. Fait que là arrive le REM, là c'est plus cher. Là, il faut faire un transit, il faut faire un arrêt d'un autobus pour embarquer dans un train pour se rendre aux mêmes destinations, et même là, pas exactement le même. Fait que là, c'est sûr que pour moi, en tant que mairesse, je suis la voix des citoyens. Donc, j'ai fait la sortie pour dire, pouvez-vous juste vous assurer d'un changement sain, de la gestion du changement pour prendre en considération l'effet que ça change, ça bouleverse un peu de vie pour les citoyens de Brossard. Mais il y a aussi le volet, puis je pense que les citoyens sont conscients de ça, c'est qu'un jour, quand le REM va se rendre jusqu'à l'aéroport, mais là, ça va être intéressant. Il faut que ça soit fiable. Personne ne veut être stressé à manquer un vol. Mais c'est sûr que quand il y a d'autres stations qui vont ouvrir, selon moi, doucement, les gens vont dire « OK, là, je vois ». Puis c'est ça que j'ai essayé de mettre comme position face à l'autorité en leur disant « Chargez pas plus cher tout de suite. Si vous voulez augmenter le coût, faites-le à partir du moment que les gens peuvent se rendre jusqu'à l'Université de Montréal, qui peuvent se rendre un peu plus loin, mais pas pour la transition centre-ville de Rive-Sud. » Mais bon, quand le REM, on a su que la fiabilité est un enjeu, là, c'était rendu mon deuxième hiver de mairesse, à voir les enjeux, j'ai dit non, c'est assez. Dites-moi pas que ça a la même fiabilité du métro, c'est pas vrai. Non. Donc, j'ai vraiment insisté le retour des autobus. Ah, mais alors, regarde, on va juste s'entendre, parce que moi, j'étais en train de dire que le REM, c'était extraordinaire, parce que mon expérience personnelle est très positive. Cela dit... Éventuellement. Non, mais cela dit, on va s'entendre. Il y a un train léger sur rail, sur un pont, tout ça, ça a coûté des milliards, que ce soit le nouveau pont ou la mise en place du REM. On s'attend, évidemment, à ce que ça fonctionne, parce qu'il y a beau être le plus extraordinaire du monde, ben, si tu n'es pas capable de te rendre et que tu n'es pas capable de te rendre à temps. Exact. Parce que je comprends qu'avec tout ce qui est changement climatique, environnement, il faut revoir nos façons de faire, que ce soit à la maison, dans nos transports, etc. Tu sais, je peux y adhérer jusqu'à un certain point, parce que quand on vit en banlieue, il y a aussi une réalité qui n'est pas la même chose que quand on en centre-ville de Montréal. Mais il reste que
je peux comprendre qu'il y a un effort à faire. Donc déjà, si on demande un effort aux citoyens, ben le citoyen s'attend... Il faut qu'on soit à la hauteur. Ben oui, il faut qu'on soit à la hauteur de l'effort que le citoyen met, que ce soit au niveau de ses taxes, de ce qu'il paye comme utilisateur, mais aussi en lien avec les services qu'il a perdus entre-temps. Donc non, mais ça je le dis. Quand je dis il faut encourager le REM, c'est parce que, le REM, il est là pour rester. Le REM est un avantage pour Brossard. Il y a quand même 3 stations de REM. Et puis, veut pas, le REM vient dynamiser aussi Brossard. Écoute, on sent les effets positifs là, de leur arrivée. Tout ce que je disais au niveau... Parce que je suis à la défense des intérêts des citoyens, puis je le vis comme eux. Là. Et moi, ce que je voulais amener, c'est que arrêtez de forcer les gens. Donnez-leur le choix. Faites la preuve que c'est fiable. Faites la preuve que ça vaut la peine que les gens laissent l'autobus pour embarquer dans le REM. Puis je pense qu'un espace où c'est confortable, c'est fiable, la fréquence est élevée, les gens vont naturellement se diriger vers là, mais pas les forcer à le faire. Ouais. Ça doit être quand même difficile de vouloir faire quelque chose qui est hors de votre contrôle quand même. Oui. Vous pouvez, on peut chialer tant qu'on veut, mais c'est comme ça, on ne va pas vous mettre des autobus, c'est fini. Ouais. Donc là, il y a une responsabilité additionnelle qui s'ajoute sur vous. C'est drôle que vous dites ça parce que ce mandat-ci, excuse-moi. Non, vas-y. Ce mandat-ci, j'ai trouvé que j'ai dû intervenir dans des dossiers qui ne sont pas municipaux. Ouais. Tellement. Puis c'était pas comme ça dans le dernier mandat, mais ce mandat-ci, la fiabilité d'Hydro-Québec. Les citoyens sont venus me dire, Doreen, aide-nous. On comprend que c'est pas municipal, mais aide-nous. Mais il fallait que je fasse des sorties. Vous n'êtes pas la seule. Nous, on a eu les mêmes commentaires et de M. Boyer à Laval, Catherine Fournier, même M. Marchand de Québec, quand il est venu, et ils nous ont pas mal tous dit la même chose. On est là, on est devenu beaucoup plus que des maires ou des mairesses. On est comme des porte-parole d'un sujet qui n'a rien à faire avec la politique municipale et on cogne à la porte non seulement du gouvernement provincial, mais des fois aussi même du gouvernement fédéral. Ouais. Alors, gouvernement du fédéral, quand le gouvernement du Québec te laisse, parce que ça, c'est une autre histoire. mais non, on va rester avec Brossard, OK, les gars? C'est ça, non, mais parce que c'est toute une autre histoire, là, les relations fédérales-provinciales. Ouais. Mais ça tombe bien que George ait amené le sujet puis que tu aies emboîté, que tu l'aies emboîté le pas, comme on dit. Parce que justement, je veux parler un peu de toutes ces structures. C'est pas facile. Tu sais, as quand même la ville de Montréal, qui est la métropole du Québec. Brossard est une petite ville en expansion qui pousse en bas d'un gros arbre là, qui est là. Brossard fait partie à la fois de l'agglomération de Longueuil et de la c'est ça, la CMM, donc la communauté métropolitaine de Montréal, c'est ça. Puis en plus d'être une créature, comme toutes les autres municipalités et villes du Québec, une créature du gouvernement du Québec, c'est comme ça, c'est la loi. Et donc, d'une certaine manière, vous avez vous avez le lien avec le gouvernement du Québec et souvent le ministère des Affaires municipales. Alors, on parlait de transport. On parle beaucoup. On parle de sujets assez costauds aujourd'hui. J'ai tellement hâte d'embarquer dans celle-là. OK, mais regarde. Non, avec bonheur. Avec bonheur. OK, good. Non, mais alors c'est parfait. Alors, bon, puisqu'on parlait de transport, là, évidemment, on a parlé de REM, des lignes qu'il y avait. Et ça, c'était beaucoup nord-sud. Oui. Mais Brossard, c'est pas juste un lien Brossard-Montréal, Montréal-Brossard. C'est aussi un axe plus est-ouest et aussi du transport à l'intérieur même de Brossard. C'est-à-dire que partir de là où, à Brossard, où je reste, de venir jusqu'à chez mon ami George en transport en commun. Comprends. Disons que... Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il n'y en aurait pas de podcast, je crois. Là, exact. Mais alors, donc c'est un exemple. Mais à la limite, c'est peut-être pas l'exemple le plus frappant. Mais pour moi, le plus frappant, c'est partir de Brossard, se rendre à Saint-Lambert ou se rendre à Longueuil, se rendre à Greenfield Park, qui est juste à côté, se rendre à la Prairie. C'est donc... La Prairie, je sais que c'est une autre paire de manches parce que c'est pas l'agglomération de Longueuil, mais il y a quand même
interconnexion de communautés. Il y a des gens de la prairie qui viennent à Brossard, il y a des gens de Brossard qui vont à la prairie, etc. Puis Longueuil, etc. Tout à fait. Alors, il faut... OK, on prend le téléphone, là. On appelle qui, Doreen? C'est pas une réponse facile. Puis c'est assez complexe pour moi, en tant que mairesse, de répondre à la question parce qu'il y a tellement d'intervenants quand ça touche les dossiers du transport en commun, le transport collectif, que je peux même pas imaginer la frustration que les citoyens vivent. Votre préambule amène plusieurs volets. Fait que je vais essayer de les adresser un à un. Mais parlons du transport collectif à l'intérieur de l'agglomération de Longueuil. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer le transport collectif à l'intérieur de notre agglo. Puis c'est sûr que les citoyens le veulent. Ils ont un intérêt de pouvoir se déplacer à l'intérieur du territoire facilement sans devoir avoir l'obligation de prendre leur voiture. Nous, dans le fond, en tant qu'élus, en tout cas, c'est ma vision à moi, c'est d'offrir des options. Pas forcer les gens, mais de leur donner des alternatives intéressantes pour leur déplacement. Et ça a été vraiment point A à point B, origine-destination, Brossard-Centre-Ville. Mais la réalité est qu'il y a des employeurs sur la Rive-Sud, il y a des gens qui veulent se rendre jusqu'au métro Longueuil. C'est pas nécessairement juste ce pôle-là. Les joueurs qui rentrent clés là-dedans, l'ARTM, le ministère de Transport du Québec, le RTL, l'agglomération de Longueuil, les villes concernées, c'est complexe. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans. Et la réalité est qu'il y a un coût associé à ça. Fait que là, on vit dans une période maintenant où ça prend des investissements majeurs. Et le défi pour les municipalités, c'est que si les villes veulent plus de services, ça va être pris quasiment... La tendance maintenant est qu'on se fait dire, bien, vous deviez payer pour vous-même. Là, ça, c'est difficile. Au niveau municipal, nous, c'est au niveau de la richesse foncière, c'est au niveau de la taxation en lien avec l'immeuble. Mais des taxes, c'est-à-dire que Brossard faisant partie de l'agglomération de Longueuil, il y a une partie des taxes des brossardoises oui. Ça rentre dans le code-part normal. La code-part, c'est ça, exactement. Fait que dans le fond, mon commentaire est moins au niveau de l'agglomération et plus au niveau de la vision stratégique provinciale par rapport à tout ça. Les gens ne le savent pas. Bien, peut-être vous, mais les gens me disent « Doreen, Taschereau. » Je leur dis « Écoutez, là, c'est pas sous la responsabilité municipale. » C'est le MTQ, ça. C'est le MTQ. Le ministère des Transports du Québec, juste pour ceux qui nous écoutent. Mais j'ai eu une belle collaboration, des belles conversations, collaboration de la part de Catherine Fournier. On s'est assis et on s'est dit, le Taschereau connecte nos deux villes. Est-ce qu'on peut, au moins au niveau de l'aménagement, la vision des choses, penser à quelque chose de réfléchi, intéressant, puis travailler en parallèle en attendant de voir ça va être quoi l'engouement et l'intérêt du gouvernement, du ministère de Transport du Québec. Et là, on parle d'un service rapide bus qui va connecter deux pôles, un SRB qui va connecter les deux zones. Fait que nous, on essaie de proposer des solutions intéressantes à la population qui créent un engouement, qui montre qu'on veut investir dans le transport collectif, mais on ne veut pas que ça soit sur leur dos au niveau de la taxation résidentielle. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. C'est très clair. Bien, puis c'est presque un effet de l'œuf et la poule, parce que tu veux créer cet engouement dont vous parlez, et il y a un effort de la ville, et je sais que j'aimerais qu'on parle aussi de ces stratégies de la transformation de Taschereau. Et on ne parle pas de la rue Taschereau, mais des commerces, des résidences, des projets futurs. Donc, c'est bien parce qu'on sait qu'en développant ce type de projet-là, mais ça va attirer tout le reste du développement. Mais en même temps, on se questionne, mais est-ce que le développement va venir si on n'a pas les infrastructures de transport? Donc, on est comme pogné entre les deux chaises. Là, ça a été un des éléments que j'ai pris en considération quand j'ai fait ma sortie pour dire qu'on ne voulait pas de REM sur Taschereau. Là, j'avais sorti fort là, pour dire on n'en veut pas de structure aérée monstrueuse sur le boulevard Taschereau. Mais pourquoi? Parce que ça aide juste l'origine et destination. Nous, on souhaite quelque chose qui arrête à une fréquence tellement intéressante que ça va créer un engouement pour différents services de proximité, commerce. Parce que les gens vont pouvoir au moins débarquer. Ça coûte moins cher aussi. Ça coûte cher, définitivement. Parce que dans le fond, en fait, au bénéfice des gens qui nous écoutent, quand on a un SRB, donc un service par bus rapide ou rapide par bus, dans le fond, on utilise, en fait, c'est les voies normales, c'est juste qu'elles sont réservées. Exact. Puis là, les autobus passent à une fréquence assez
rapide, qui fait en sorte que lorsqu'on veut aller d'un point A à un point B sur Taschereau, même s'il y a 2,5 km, on n'attend pas pendant 35 minutes que l'autobus arrive. Il arrive généralement toutes les 5 minutes, peut-être 10 minutes, je sais pas trop, je dis une bêtise. J'ose même pas parler de fréquence, mais bon. non, mais c'est ça, on parlera mais même on pas. comprend. Mais c'est ça. Puis, donc, Doreen, juste avant de te redonner la parole là-dessus, puis je pense qu'on est capable de faire un parallèle qui n'est pas tout à fait exact. Hein, donc, il ne faut pas prendre ça au mot, ce que je vais dire, mais l'esprit est là. On a reçu le maire Marchand de Québec, que tu dois connaître, Bruno Marchand, qui, lui, était venu nous expliquer un petit peu la raison pour laquelle il veut son tramway. Non, mais on rentrera pas dans les histoires de tramway de Québec. Là, c'est certain. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est lui, son idée à la base. Puis là, on cherche pas non plus un tramway sur Taschereau. Mais ça pourrait, tu sais, advenant. Dans le futur. Le futur conseil décide que ça vaut la peine, OK, pas de problème, tant mieux. Mais on va utiliser au moins des espaces qui existent déjà. 100%. Donc, ça aura déjà été aménagé. Donc, même si dans le futur, la décision est prise, on aura déjà mis... L'infrastructure est déjà là. Mais on aura, pas toutes, mais disons qu'on aura mis la table. Donc, c'est un peu ça. Et donc, et c'est ça, George, ce que tu disais, c'est que et puis c'est le lien que je faisais avec Bruno Marchand, c'est qu'il disait que sur le trajet du tramway, donc en l'occurrence sur Taschereau, sur le trajet du SRB, ça stimule une activité économique il y a de nouveaux bâtiments qui vont se construire là. Ça pourrait être du résidentiel. C'est pas comme si ça peut être du commercial, ça peut être mixte, effectivement. Donc, une sorte de René Lévesque de la Rive-Sud. Oui. Puis Taschereau, on ne se le cache pas, a besoin d'amour. Oui. OK. Une chose que vous aviez dit, que je veux juste revenir là-dessus, parce que tu parlais de notre centre-ville, mais tu référais, je pense, à Solar et au 10-30. Et c'est ça la perception présentement. Pour les gens qui viennent à Brossard, ils se disent « on s'en va au 10-30, ça doit être ça, le centre-ville. » Pas nécessairement. Elle a une vocation un peu plus régionale, ça attire des gens de partout. Mais dans ma vision, tu fais ça centre-ville de Brossard, ça va être autour du station Panama. À la jonction de Taschereau, Panama, tout ce coin-là, ça va tout être revitalisé. Et on veut saisir l'occasion de ce qui s'en vient au futur centre-ville de Brossard pour stimuler le changement qu'il faut sur le boulevard Taschereau. On parle de quoi maintenant? On va rentrer un peu dans le jus, là. Tu sais, Taschereau, on voit quoi comme développement? On veut des développements mixtes, mais l'enjeu pour Taschereau, puis on jasait de ça, moi et Catherine, c'est pour ça qu'on veut faire le projet en 2 phases, c'est qu'il faut vraiment s'assurer de ne pas faire des travaux pour les défaire. On veut vraiment travailler en parallèle, mais de façon réfléchie et intelligente. Donc, ce qui est requis au niveau des infrastructures terraines, c'est ça le défi. Puis ça a toujours été le défi pour toutes les municipalités. C'est quoi la capacité au niveau des unités qu'on veut accueillir qui ferait en sorte qu'à un certain point, quand on arrive au maximum, c'est là que ça prend des investissements majeurs pour dépasser le chiffre. Donc, c'est là où on a pris un genre de recul ce mandat-ci. Puis on avait mis en place un genre de... On avait dit aux promoteurs, on ne peut pas accueillir des projets de développement à l'extérieur de ces zones-là tant qu'on n'a pas notre vision stratégique, tant qu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait qu'on a amorcé une réflexion assez importante pour dire c'est quoi qu'on veut où. Puis on ne voulait pas que les constructions soient faites de façon où on avait des grandes densités à des places pas desservies, à des places où il n'y a pas de transport collectif, à des places où il n'y a aucun service de proximité. Les gens sont forcés nécessairement à avoir 3-4 voitures pour aller de point A à point B. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a vraiment réfléchi à l'intérieur des rayons autour du RAM, où on se dit, bon, c'est là qu'on va acquérir le plus d'unités pour vraiment, comme je vous avais dit, protéger le milieu bâti, mais on voulait le faire de façon à ce que les gens peuvent accéder facilement pour avoir accès à l'éducation, la nourriture, le divertissement, tout ce qu'ils ont besoin. Fait que tout ce qu'on fait au niveau de Taschereau et de connecter les 2 pôles prend tout ça en considération. Ouais. Mais écoute, il y a des bouts de Taschereau là, que tu passes devant et tu es comme, ouf, qu'est-ce qui se passe ici? Exact. Exact. Mais là, on a la démolition
du 80-80 Tachereau, là. Ça a été un moment vraiment de bonheur pour moi et le conseil. C'est comme, j'imagine, parce que ça fait quand même un petit bout que c'était discuté, je crois. Et... C'est long, ces dossiers-là. On avait donné le permis de démolition il y a longtemps, mais il l'avait pas, pas mis en exécution. Et que là, on a dû vraiment travailler pour pousser, mais on a réussi. Bon, ben ça, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, je veux dire, je pense que ce sont aussi des opportunités. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que, on va se le dire, c'est vrai qu'il y a des endroits à Tachereau, tu sais, c'est pas nécessairement très beau, c'est pas très attirant, etc. Mais en même temps, ça veut dire que le potentiel est là. Donc, il faut le voir comme ça aussi. En tout cas, moi, je le vois plutôt positivement. Tu sais, c'est un grand boulevard. Il y a de la place. Il y a de la place définitivement pour un SRB, potentiellement dans le futur. On verra. S'il y a assez de densité, comment dire, un train, une sorte de tramway ou quoi que ce soit, il y a la possibilité aussi de voir effectivement des développements mixtes. Puis, je reparle de Québec, puis là, tu sais, je veux pas... non mais si on connaît un petit peu Québec. Je vais appeler Bruno, je vais dire coudonc, on a parlé beaucoup de toi dans ma conversation. Non mais honnêtement, il y a des ressemblances. Le boulevard Laurier à Québec, il y a pas aujourd'hui, pas maintenant, mais il y a plusieurs années, honnêtement, c'était pas nécessairement très beau. Lorsqu'on arrivait de Montréal, on devait traverser et on mettait vraiment beaucoup de temps avant d'arriver aux belles places, là, tu sais. Mais là, maintenant, le boulevard Laurier, il est plus dense, il y a des tours à appartements, condos, il y a des tours de bureaux, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de commerces, plein de commerces. Donc moi, je trouve ça quand même assez intéressant comme développement. Puis bon, peut-être que Tachereau va évoluer vers ça. Hein, donc, c'est le défi, hein, de faire embarquer la population avec nous dans une vision parce que ça prend du temps. Et les gens sont visuels en général. Ben, il ne faudrait pas que je généralise, mais on veut leur montrer des images pour les faire rêver, pour qu'on puisse embarquer dans cette aventure ensemble. Parce que l'adhésion est très importante pour moi. Il y a des gens qui croient que je cherche à densifier à tout prix. Non, au contraire, je veux juste que ça soit bien fait. En toute humilité, je veux quand même qu'un jour, quand j'arrête, que je regarde, puis je dis, j'ai permis à la ville de grandir, mais dans le respect. Dans le respect des gens, puis que tout le monde embarque dans cette aventure. L'engouement est là. C'est juste une question de bien expliquer, bien justifier, puis bien faire embarquer les gens là-dedans. Fait que je veux juste comme le dire que mon objectif, c'est de faire rayonner Brossard, de faire grandir Brossard, mais je veux que la population existante se sente partie prenante de l'aventure. C'est pour ça qu'on avait mis des redevances de développement. C'est pour ça qu'on les a impliqués dans le changement. C'est ça. Mais excuse-moi, je te redonne la parole tout de suite. Il y a quand même aussi deux choses. Puis je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, ou peut-être qu'on en parle, mais c'est tellement subliminal ou subtil qu'on le perd un peu de vue. Mais bon, il y a quand même aussi deux défis qu'on vit comme société, puis je parle pas juste de Brossard, mais de manière générale. Il y a bien sûr quand même des questions d'environnement. Il faut pas nier ça. Le changement climatique, c'est un enjeu important. Ben oui, mais les îlots de chaleur, ça coûte très cher aux municipalités notamment, etc. Quand il y a je sais qu'il y avait... à Gatineau, il y avait eu une tornade, il y avait des choses que les... L'année passée, on a eu une tornade Brossard, à l'OSA. Oui, je me souviens. C'est comme quoi? Mais je me souviens, mais les municipalités, avant, ne géraient pas ça. Aujourd'hui, elles sont rendues à gérer ça. Donc, ça leur coûte, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Enfin, bref, donc il y a une dimension, bien sûr, environnementale. Oui. Puis il y a aussi une question, on va se le dire, de finances publiques, hein, donc que ce soit au municipal, au provincial ou même au fédéral. C'est un enjeu. Donc, tu sais, on parle de densification, mais la densification, évidemment, tout excès est mauvais. Que ce soit un excès de densification, c'est mauvais. Un excès d'éparpillement et d'étalement, c'est mauvais aussi. Mais dans le fond, quand on parle de densification, c'est aussi pour... répondre à des réalités. C'est que construire ou aménager un quartier ou un lot de terrain pour peu de monde, ça coûte trop cher et à la municipalité et au gouvernement du Québec. Donc, à un moment donné, il faut être en mesure aussi
comment je vais dire ça, d'amortir ça par un nombre quand même significatif de personnes. Parce que quand on fait des travaux d'aqueduc, de voirie, de choses comme ça, mais ça coûte une fortune. Mais ça coûte une fortune, c'est ça. C'est... tu sais, quand je vous parlais de la capacité existante, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en considération. Puis on doit changer nos stratégies pour s'assurer que les projets deviennent de plus en plus... c'est quoi le mot que je cherche? Pas autonome, mais que l'échange d'énergie, autosuffisant. Exact. Comme... en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ça change la façon qu'on aménage le territoire, puis comment qu'on planifie aussi nos espaces publics. Je vais vous donner un exemple. Les piscines, ça coûte une fortune. Et puis, l'entretien, c'est très difficile. Et on doit les fermer à un certain moment de la saison et les fermer. Fait qu'on a vu que les jeux d'eau sont aussi populaires. Ça nous permet d'extensionner la saison. Puis c'est écologique au niveau de l'utilisation de l'eau. Et c'est moins cher. Et c'est... en plus. Moi, je pense tout le temps au coût. Tout le temps. Mais il y a des choses où je me dis c'est un investissement dans le futur. Ouais. Ah oui. Donc, pour nous, les jeux d'eau, maintenant, dites-nous où est-ce que vous voulez, on en veut. Fait que là, notre réflexion, elle a évolué, elle change. Au niveau des bassins de rétention d'eau, on doit penser à des stratégies intéressantes. Une chose certaine, les gens ne savent pas, des fois, quand ils me parlent de ce qui est densification et de construction, je leur dis 40% du territoire de Brossard est protégé. Fait que quand on dit qu'on aménage de façon réfléchie, c'est pour permettre le bioparc, pour permettre des belles espaces, pour que les gens aient accès aux fleuves, puis bénéficient de beaux parcs, non seulement de quartiers, mais municipaux. Très, très, très important. Mais là, le défi, c'est le coût du pied carré, des terrains à Brossard. Et on fait face. On va se doter de stratégies pour acquérir quand on peut, de mettre des droits de réserve. Pas évident, mais je pense que les gens ont quand même vu le fruit du travail de mon administration sur 2 mandats. Fait que j'ai tellement hâte d'embarquer dans le projet pour leur montrer ce qui s'en vient. J'ai tellement de choses intéressantes que je veux faire rêver la population avec moi pour qu'ils soient tellement fiers d'avoir choisi de s'installer à Brossard. J'ai une petite question, puis je vais juste rebondir sur ce que Salim disait sur les ressources financières qui deviennent de plus en plus limitées, en plus du fait que maintenant les municipalités doivent gérer des choses qui auparavant, c'était pas leur responsabilité. Puis on a eu, quand on a eu Catherine Fournier, c'est elle justement qui nous a mis ce petit bug là, dans la tête. Et même le maire de Laval, il y a un enjeu, c'est des banlieues de Montréal. Et c'est comme si Brossard ou même Longueuil, par extension, se trouve sous l'ombre de Montréal. Et quand on parle de ressources financières, d'investissements gouvernementaux ou quoi que ce soit, c'est souvent les grandes métropoles qui en bénéficient. Et là, on a, par exemple, Brossard qui vit actuellement une explosion de développement. Et j'aimerais juste un peu, tu sais, je veux pas qu'on rentre dans la politique, là, tu sais, je veux pas vous mettre à dos avec Montréal, mais quand même, quand vous voyez tous ces investissements-là à Montréal, puis d'un certain sens, c'est peut-être normal parce que c'est la grande métropole, mais en même temps, vous devez vous demander, hey, écoute, tu sais, on existe, nous aussi, là, tu sais, on a des beaux projets, on a des initiatives en transport collectif, on a plein d'affaires qu'on veut faire. Il est où notre part de ça? Oui, je comprends. Bien, c'est sûr que Laval et Longueuil, ils doivent le sentir parce que Longueuil, c'est l'agglomération. Et donc, quand on regarde l'agglomération de Montréal, puis là, ils voient les pouvoirs, comment c'est différent, comment les investissements sont faits, puis les subventions, ça doit être quand même un irritant. Nous, le défi qu'on a en tant que ville de Brossard, c'est qu'on fait partie de l'agglomération de Longueuil, mais on contrôle notre partie de taxation, on contrôle nos dépenses en tant que ville liée. Et heureusement qu'on a cette stratégie au niveau de différents usages sur le territoire parce qu'on a quand même un taux de taxation qui est parmi les plus bas. Vraiment. Puis j'en suis très fière. Cela dit, les coûts augmentent. Les coûts explosent, puis on n'a pas un mot à dire par rapport au quote-part qu'on paye aux autres. Et c'est là où on se dit... Les gens nous disent, bien là, au niveau de la taxation, qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, les salaires montent, les quotes-parts montent, et là, après ça, on regarde ce qu'on fait avec ce qui nous reste. Et c'est cette marge de manœuvre qui commence à se rétrécir. Et c'est pour ça que je pense toujours au coût de nos infrastructures. Puis là, Catherine nous a fait
Elle nous a fait comprendre là, avec la lumière, le feu, hein, qui est à 1 million de dollars. C'est vraiment des gros défis. Fait que moi, ce que j'ai fait avec la direction générale de la ville, je leur dis, OK, nous, on veut quand même des installations de qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement pour y arriver sans explosion de coûts? Dans le respect de nos partenaires et pour quand même pouvoir maximiser les subventions potentielles. Et on a fait une autre formule, par exemple, pour notre centre multigénération. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à notre journée d'ouverture le prochain samedi qui s'en vient. C'est qu'on a dit, au lieu de passer par le processus traditionnel, de faire des plans de devis, puis d'aller en appel d'offres, puis de prendre le soumissionnaire le plus bas, on a dit, est-ce qu'on peut rentrer en partenariat et voir des firmes qui peuvent se qualifier pour respecter le budget qu'on a déjà établi. Mm-hmm. Et donc, c'est conception-construction. Et ça veut dire que pour nous, on dit tous les types de choses qu'on veut voir à l'intérieur de ce centre-là, sachant que ça ne peut pas dépasser 30 millions. That's it. C'est des gros chiffres, mais c'est quand même pas des gros chiffres quand on regarde les coûts des autres infrastructures. Et c'est là qu'on a pu réaliser des projets autrement. Fait que là, moi, je suis emballée par la créativité puis l'expérience autour de moi. Fait qu'on va continuer dans cette voie-là pour s'assurer que les gens sentent qu'ils en ont pour leur argent. Je vais vous lancer une balle courbe parce que quand on parle de développement, surtout en logement, le gros défi, surtout pour les développeurs, est là parce que vous avez mentionné le partenariat. La grosse problématique, et ça, évidemment, encore, c'est hors de votre contrôle parce qu'on parle de législation provinciale, le logement social. Oui. Et souvent, je connais quand même plusieurs développeurs qui me disent, écoute, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour nous. Donc, une ville qui veut avoir ce développement mixte et qui songe à avoir des partenariats, mais qui en même temps doit faire face à cette législation-là, on se trouve où à Brossard? Bien, on voit qu'il y a de la construction. On voit qu'il y a des choix au niveau des logements. Au niveau des logements sociaux, c'est un peu plus complexe. C'est vraiment pas dans le ressort direct des municipalités. Ouais. Mais nous, on est ouvert à tout type de projet qui peut se faire. Où est-ce que c'est non négociable pour nous? C'est de dire que c'est nous qui avons la stratégie et la vue d'ensemble. Et quand un propriétaire de terrain vient puis il veut juste parler du résidentiel, puis un type de résidence, puis si on ne fait pas le lien entre les différents projets pour qu'il y ait une cohésion réfléchie puis qu'il y en ait pour tout le monde, bien là, ça devient juste une explosion de résidentiel sans vision. Donc, nous, on a de l'ouverture à des promoteurs puis qui veulent faire différents logements puis ils veulent que ce soit à différents coûts, pas de problème. Puis on est prêt à avoir plein de stratégies. Mais chaque ville est différente, honnêtement. Mais il y a des programmes. Hein, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, mais ça répond. Mais je veux dire, il y a des programmes en logement au niveau de la SHQ à Québec, de la SCHL au fédéral. Donc, des promoteurs privés peuvent aussi aller chercher des aides au niveau fédéral et au niveau provincial de manière à les inciter à faire une partie de leur développement en logement abordable. Mais je pense que c'est en fait, c'est plus du ressort de Québec, là, du gouvernement du Québec, mais les municipalités, font une partie du travail, là, mais il faut, je sais pas, j'ai comme l'impression que sur la question du logement, et là, je parle pas de Brossard, je parle pas d'une ville en particulier, mais je pense qu'il y a un travail entre les municipalités et le gouvernement du Québec qui est pas assez fait. On dirait que le gouvernement du Québec, en matière de logement, fait ses affaires de son côté. On a un rôle à jouer, là, définitivement. Puis je ne sais pas si d'autres maires-mairesses le vivent comme moi je le vis, mais présentement, on dirait qu'il y a comme un mouvement au niveau de l'opposition qui ils informent mal la population par rapport à ce que c'est. Fait que c'est pas clair pour les gens. C'est quoi la différence entre du logement social? C'est quoi la différence entre du logement abordable? C'est quoi que ça va amener comme transformation dans notre ville? Puis il y a comme un sentiment de peur et de crainte par rapport à ça où le message que je reçois, c'est on n'en veut pas.
Et là, moi, je trouve ça intéressant, un peu désolant aussi, parce que je me dis, c'est la mixité d'une société qui fait qu'on comprend la réalité de chacune et chacun. Mais on a voulu faire un projet Unité née à Brossard, et il y a eu énormément de peur face à ça. Puis là, je lui dis, mais nos aînés, tu sais, ils vieillissent, leur fonds de pension ne change pas nécessairement, puis les coûts montent de façon exponentielle. Vous avez vu, il y a quand même un intérêt pour les gens de s'installer à Brossard, fait que les coûts montent. Et c'est là que j'ai vu qu'il fallait, dans le fond, expliquer que c'était des installations de qualité, qu'on souhaitait faire partenariat dans la construction. Mais regardez, moi, comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui force, je suis quelqu'un qui travaille avec les gens pour arriver. Et je pense qu'il y a des tendances naturelles qui vont se faire où la population va nous demander tel type de choses qu'on veut sur notre territoire. Puis nous, on va travailler des stratégies pour y arriver. C'est ça. Mais en même temps, c'est aussi le rôle des politiciens d'une manière générale, mais que ce soit au niveau, encore une fois, fédéral, provincial ou municipal. Il y a un peu de pédagogie aussi à faire auprès d'une population. Et là, je m'explique. Par exemple, Brossard qui prend de l'expansion, Brossard qui devient une ville de plus en plus intéressante, qui offre ses services, il fait bon vivre. Alors, c'est une ville qui grandit. Alors, évidemment, ça vient avec tous ses avantages, mais évidemment, il y a des choses qu'on ne vivait pas avant à Brossard, qu'on va commencer à vivre. Donc, alors forcément, qui dit pas de logements abordables nouveaux qui vont se développer, peut amener un petit peu des problèmes comme un petit peu, on le voit maintenant un peu partout, pas juste à Montréal, mais d'itinérance, de difficultés qui peuvent aussi amener un peu de l'insécurité, etc. Alors que Brossard, je connais très, très bien Brossard, je sais que c'est une ville quand même qui est quand même très, très sécuritaire, mais il reste que la nécessité d'avoir un certain nombre de logements abordables, va prémunir Brossard de problèmes qu'on peut voir à Longueuil d'ailleurs, pas juste à Montréal, à Longueuil. Donc c'est un peu, je crois, le côté un peu pédagogique qu'on peut apporter. C'est préoccupant. C'est crève-cœur, hein, de voir des situations comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on travaille avec Longueuil. Et puis, il y a un projet sur le bord de l'eau sur lequel la Ville de Longueuil travaille dans ses compétences d'agglomération pour avoir des solutions. Moi, je ne veux pas dévoiler le travail de d'autres, mais nous, on est favorable au projet. Nous, on veut vraiment offrir des options. Mais l'itinérance, là, c'est pas juste un enjeu où on voit en lien avec la densification. Non. C'est à travers le Québec. Il y a des municipalités où je ne m'attendais pas à le voir. Mirabel. Chambly. Je ne veux pas nommer de ville, mais je parle avec mes confrères, consoeurs, puis ils me disent là, le nombre de situations à lesquelles ils font face, puis les stratégies qu'ils essaient de mettre en place. Puis my goodness, là, c'est incroyable comme situation. Donc, c'est un enjeu où on regarde les municipalités, mais il faut que tout le monde travaille ensemble. 100%. Oui. D'ailleurs, moi, je pense honnêtement que c'est pas... la question d'itinérance, c'est pas une question municipale. En tout cas, pas seulement une question municipale. Évidemment, c'est parce que c'est le territoire des municipalités... Bon, on va passer les détails, là, mais je veux dire, mais c'est un enjeu. Vous abordez des sujets complexes avec moi aujourd'hui. Bon, on les aborde pas, on les aborde sur un thème, par sensibilisation. Sur la question, hein, c'est pas tant. Mais moi, je m'exprime là-dessus. Moi, je pense que le gouvernement du Québec devrait en faire plus en matière de. Mais ça, c'est Salim qui dit ça. C'est pas Doreen. Doreen, elle fait son travail. Elle a ses contacts à Québec. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais je dis ça. Puis en passant, il y a un élément que t'as dit, Doreen, avec lequel je suis d'accord, complètement d'accord. L'itinérance, c'est pas une question liée à la densification. Et l'itinérance, c'est quelque chose qui est lié à une crise du logement qui touche, d'ailleurs, partout au Canada, c'est pas juste au Québec, et partout au Québec, pas juste dans la grande région de Montréal. Donc, ça, c'est une réalité. Et donc, moi, au contraire, moi, je pense que le plus qu'il y a de logements,
mieux c'est. Ça, c'est ce que je pense. Mais la question, c'est moi, je pense qu'il faut accélérer la construction de logements. Partout au Québec, Brossard, c'est un endroit fantastique pour accélérer le logement parce que justement, vis-à-vis de Brossard, je parle d'un point de vue géographique, c'est le centre-ville de Montréal. Donc, c'est juste d'une certaine manière très, 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 très logique. Puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on attire du monde à Brossard, on attire aussi... Alors oui, bien sûr, on appelle ça des citoyens, mais ces citoyens-là sont aussi des payeurs de taxes, c'est aussi des contribuables. Donc, ça permet aussi à la ville de Brossard d'assurer aussi les services qu'elle a l'habitude d'assurer et que ça lui coûte moins cher, c'est-à-dire faire des économies d'échelle. Puis je pense que ça, c'est en anglais, Economics 101. Ça, c'est donc... Absolument. Je sais que le temps file, mais j'aimerais quand même parler de l'élection qui est à l'horizon. Vous parlez évidemment de projets, vous avez cet engouement de vous lancer dans votre troisième mandat. Les Brossardois, les Brossardoises, là, à quoi on doit s'attendre là, d'un prochain mandat sous Doreen Assad? J'ai l'énergie, j'ai le désir de vraiment continuer. Il y a des projets qu'on a débutés puis que je veux être avec la population lors du moment d'ouverture. Je vais vous donner un exemple. Le poste de police qui s'installe sur le boulevard Milan. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est une grande réalisation puis un grand atout sur notre territoire. Oui, de compétences d'agglomération, mais un travail qui s'est travaillé en collaboration avec Longueuil, avec Catherine Fournier. Puis j'en suis tellement fière. Ça va commencer en 2027, la construction. Puis j'ai tellement hâte de célébrer l'ouverture du poste de police avec la population. Pour moi, ça fait partie de l'engagement que j'ai donné pour dire que Brossard va être une ville sécure. Toute l'agglomération, en fait, mais pour moi, le fait que ça s'installe là, deuxième ville d'importance au sein de l'agglo, c'est important. On est 12e ville d'importance au Québec, puis on est allé de 60 à 12 au niveau de l'indice du bonheur. Moi, mon objectif, c'est de m'assurer que ça monte encore. Moi, je veux que les gens soient tellement fiers d'être à Brossard, qui vivent pleinement une belle expérience, puis on peut continuer là-dedans. Puis sans dévoiler mon programme en détail, je peux vous dire, au niveau de la situation financière, j'ai l'intention de créer et de maintenir un environnement très stable pour la population, pour qu'ils sentent qu'ils en ont pour leur argent, qu'ils vivent dans une ville sécure, qui les écoute, qu'on continue à investir dans nos espaces verts, puis pour qu'ils puissent avoir une pleine vie de bonheur. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Très bien. Mais il y a des choses sur lesquelles on sait qu'il y a encore des améliorations à faire, puis je souhaite travailler ça avec mon équipe. Et on va vraiment beaucoup, beaucoup miser sur la sécurité routière dans le prochain mandat. En passant à une équipe dans laquelle on connaît quand même des gens personnellement, des bonnes personnes. Vous êtes allé recruter Nicholas qu'on connaît, Michael Fourian qu'on connaît, oui. Évidemment Tina qui est là depuis le dernier mandat. Donc, c'est des gens de confiance qui ont quand même des racines à Brossard. Exact. Mon souhait était d'avoir une équipe multidisciplinaire, multigénérationnelle, vraiment un conseil qui représente la population, qui connaît la réalité. Puis Nicolas Thomas, c'est tellement intéressant que vous l'amenez, c'est notre jeune de l'équipe, mais un jeune brillant, là. Et puis, il prend le REM à chaque jour, et il parle aux gens, il comprend la densification, il fait sa maîtrise en urbanisme. Pour moi, on pense à la relève, on pense aux futures générations, mais on respecte aussi l'expérience des gens que ça fait depuis plusieurs années qui siègent au conseil municipal. Ça amène des échanges fructueux qui font en sorte qu'on prend les meilleures décisions. J'en suis tellement fière. Salim, un dernier mot avant de... Ben écoute, non, mais c'était juste peut-être remercier Doreen pour son temps. J'espère que tu as aimé discuter avec nous. J'ai adoré l'expérience. Est-ce qu'on va le répéter peut-être après? Éventuellement. Là, tu sais où est-ce que se trouve le studio. À tout moment, tu peux venir. I know where you live. mais peut-être, un dernier élément. Comment dire, Brossard, c'est quand même une ville où j'allais dire un gros mot, multiculturel. Parce que quand tu dis multiculturel, les gens s'excitent un peu, là, je m'excuse, mais multiculturel dans le sens que il y a une majorité quand même
en tout cas le francophone. Puis il y a bien sûr des gens d'origine très diverses. Puis moi, je trouve que c'est un très beau belle mosaïque. C'est une belle mosaïque. Et puis, moi, je vis à Brossard complètement en français sans aucun problème, peu importe les perceptions que pourraient en avoir certains. Il reste qu'effectivement, il y a quelques personnes qui sont soit des anglophones historiques ou un peu plus vieux, qui ont un français un peu rouillé. Est-ce qu'il y a un petit mot en anglais que tu as envie de dire à ces personnes-là? Well, I mean, en anglais, tu veux dire? Oh, well, with pleasure. I think it is a multicultural city, Brossard, and we find a way to enjoy all the benefits of living here, but in a respectful manner. So I'm glad to be able to say that we have a wonderful cohabitation and we'll continue to do so in the future. Super, mais en tout cas, les gens de Brossard qu'on croise, ils nous écoutent en français, même quand parfois leur français est un peu plus rouillé, mais d'une manière générale, on est écouté par tout le monde. Souvent, à Brossard, les gens parlent 3 langues. Oui, c'est ça. Souvent. Peut-être plus même. Peut-être plus. Comme dans cette maison-là. Doreen, merci beaucoup d'être passé. C'était un plaisir de te revoir, évidemment. Bonne chance aux élections qui s'en viennent. Bon succès dans les projets. Merci, puis nous, on est là. Si jamais vous voulez revenir, faites-nous signe. Au plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Allez vous abonner, partager, commenter. Faites toutes ces belles choses-là. Aidez-nous à agrandir notre plateforme. Et on se voit bientôt avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Au plaisir. Au revoir.